Bonjour et merci de nous retrouver pour cette 7e édition de Terre de Mer. Dans ce numéro, nous allons parler vases et sédiments, blocos et wingfoil. Depuis quelques années déjà, le CIBA a fait des choix forts en matière de gestion des sédiments de dragage. Tout ce qui est prélevé en mer est en effet ramené à terre. Mais pour en faire quoi ? C'est ce que nous verrons dans ce numéro. Et puis nous irons à la rencontre d'un homme passionné d'archéologie sous-marine et de fortification, tout cela au pied de la dune du Pilat. Je ne vous en dis pas plus. Pour nous mettre dans le bain, je vous propose de filer sur l'eau à la découverte d'une nouvelle pratique qui se développe de plus en plus sur le bassin d'Arcachon, le wingfoil. Et pour nous en parler, Philippe Presti, double champion du monde, vainqueur de l'America's Cup, bref, un palmarès en voile, long comme le bras. Philippe Presti qui lui aussi s'est mis au wingfoil. Salut Philippe. Bonjour Laurent. Comment ça va? Ça va bien? Alors toi, tu es un homme du bassin. Et là, tu crois que tu as trouvé, j'allais dire, l'outil pour te faire du bonheur sur l'eau? Exactement, c'est une façon de vivre le bassin, de pouvoir vivre l'intérieur du bassin. De temps en temps, je vais faire le tour de l'île aux oiseaux ou bien aller dans les passes quand il y a des grosses conditions de vagues. Et c'est vraiment l'outil idéal pour ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le wingfoil. Ouais, c'est une activité qui a 2-3 ans et qui est en plein développement et en plein boom. Et sur le bassin, là, ça commence à vraiment bien naviguer. Un bon groupe de navigants. Alors pour avoir une aile qui va emmener ton avion, il faut de la rigidité, j'imagine. C'est une aile qui se gonfle comme... Alors, donc là on a une aile, c'est une aile assez grande parce qu'il n'y a pas trop de vent. Et cette aile, en fait, on va la gonfler, on va gonfler les bords d'attaque. C'est ça. Et ce qui va permettre de créer une certaine rigidité. Et ça va être notre moteur. Et ce qui permet en même temps de pouvoir mettre la combinaison, s'habiller et donc en 10 minutes chrono, sortir du camion, je suis sur l'eau. Ouais, alors moi si je l'attrape, je suis sûr que je décolle et que je m'envole. Allez. Non. Elle vole toute seule là, regarde, tu vois. Ouais. C'est la magie, c'est qu'on a l'impression que c'est lourd, Ouais. mais en fait ça vole tout seul. Et l'idée c'est de l'utiliser dans ce sens-là. Là il y a des poignées qui vont permettre de s'attacher. Quand elle est horizontale comme ça, on dit qu'elle est en parasol. C'est qu'elle est en mode je tire pas. Et dès qu'on va tirer sur ce côté-là et l'aligner par rapport et là elle va commencer à tirer et créer de la puissance. C'est impressionnant. Impressionnant. Je connaissais le marin, je connais la danseuse. Je te promets Philippe, mais on dirait une danseuse. Ces activités, si on se bat contre la voile, le foil, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas en fait. C'est vraiment des activités de glisse pure. Et il faut vraiment sentir cette fluidité. Alors, tu dis quand je vire, tu as l'impression que je danse, mais c'est vraiment utiliser le vent pour faire tourner la voile et puis pour se diriger dans l'autre sens. Et on règle la voile pour tourner en fait. Et non, j'adore. Et puis, regardez-le faire. Vous avez tout de suite compris, avec ce type d'engin, d'embarcation, on n'est pas obligé de choisir un port et surtout de surveiller les marées, ce qui est quand même la principale préoccupation de tous les navigants, les usagers de ce bassin d'Arcachon. Sinon, échouage garanti. Il faut savoir qu'à marée basse, ce sont les 2/3 du bassin qui découvrent et c'est là que la vase apparaît. Ici, on appelle ça l'âgne, mais pour les touristes, c'est de la boue visqueuse. En fait, ce sont des sédiments, tout ce qu'il y a de plus naturel, et il y en a partout, surtout dans les ports. Alors, une seule solution pour s'en débarrasser, il faut draguer. En
encore faut-il avoir des terrains, oui, à terre, pour pouvoir stocker tous ces sédiments. Bref, un cercle vicieux qu'il est parfois difficile à appréhender. C'est le dossier de ce Terre de Mer. Adeline, tu es en charge pour le CIBA effectivement de l'utilisation de ces sédiments, puis surtout de leur recyclage en fait. Donc là, c'est la matière première, c'est la vase. Donc là, on est dans un port qui vient d'être dragué, donc on voit la vase. On l'aperçoit ici, on voit des dépressions où la drague est passée. On a fait le dragage en fin d'année 2024, début d'année 2025. Tous ces sédiments, c'est tout ce qui est de plus naturel finalement. Il y a quelque chose à faire avec par la suite. C'est une ressource en fait, ces sédiments, on les extrait. Sur le bassin d'Arcachon, on les gère à terre. On pourrait très bien se dire qu'on les immerge, on les remet dans le milieu marin, mais sur le bassin d'Arcachon, on essaye de préserver cette lagune qui est assez fragile, donc on les gère à terre. Et après, une fois à terre, on a des centres de stockage, des installations classées pour la protection de l'environnement, qui permettent de les stocker à terre et d'en faire une nouvelle ressource et les valoriser. Regardez, nous sommes ici au lieu dit Césarée, sur la commune de Gujan-Mestras, et cette UGS, cette unité de gestion des sédiments, est la dernière sortie de terre, c'est le cas de le dire. Elle date de février dernier, de février 2025, et elle est capable d'accueillir, de stocker donc 35 000 mètres cubes de sédiments. C'est l'équivalent, pour vous donner une idée, une image, de 15 piscines olympiques. Généralement, une campagne de dragage, c'est soit 7500 m3 pour un petit port, donc on remplira qu'un seul bassin, soit sur un plus gros port, on va remplir les deux bassins. Et généralement, on est entre 10 et 15 000 m3. Mais après, ce n'est pas forcément chaque année. C'est en fonction des besoins, des capacités aussi économiques et puis de la place qu'on a. Là, le site est neuf, donc on a de la place. Ouais. Si on n'a pas de place, il faut d'abord valoriser avant de draguer. Là, elle a combien de temps? J'allais dire cette boue, pardon, je suis un touriste. Mais cette couche, cette vase... C'est cette vase, ouais. Alors en fait, là, c'est des sédiments qui ont été dragués en mars. D'accord. Donc là, ils ont 5 mois à peu près. On a des dragages de port ostréicole, on est sur un milieu où on a l'ostréiculture qui est très présente. Donc dans la vase, il y a des coquillages. Là, on est sur le bord de la digue, donc il y a quelques petits cailloux qui sont issus de la digue. Donc là, ils ont craquelé en surface. On a une bonne quarantaine de centimètres c'est sec, qui est sec. Déjà, ouais. Et par contre, 50 cm en dessous, c'est beaucoup plus humide. Donc ils vont continuer leur cycle de maturation et puis on va... Ça veut dire que ça sera exploitable dans combien de temps à peu près? Là, d'ici la fin de l'année, on peut sortir au moins la première partie qui sera sèche, mais suivant les analyses qu'on va faire. Essaye de ne pas mettre ton pied dans une crevasse. D'accord. Ah oui, c'est carrément... c'est dur, hein? Ouais. La vase, la boue, comme on peut dire, ça a vraiment mauvaise presse parce qu'on le voit dans les ports à marée basse, ça colle, ça sent pas toujours bon. Et quand on s'intéresse à la valorisation de ces matériaux, on rencontre des experts de différents corps de métier pour pouvoir apprendre les techniques et là où ça va pouvoir être utilisé. Et on se rend compte que c'est un matériau qui est riche et qui est très intéressant. Loin de cette image négative qu'on peut en avoir. Bon alors là, j'imagine que, bah oui, ce sont des sédiments, non? Exactement. Bon, qui ont bien séché. Oui, ceux-là, ils ont été séchés et préparés pour pouvoir faire des briques, obtenir ces briques qu'on voit là. On a les briques qui ont été fabriquées en briqueterie chez monsieur et madame Dubourg. Briqueterie classique pour celle-là. Vous imaginez comment c'est fabriqué? Non? Ben regardez, tout simplement. C'est bon, ça va pas trop vite? J'ai pas le temps de respirer. Donc ici, on est dans la fabrique du Barp qui a une carrière d'argile, qui a un savoir-faire de céramiste. Et du coup, on s'appuie sur tout ce savoir-faire pour pouvoir développer un produit à l'aide de sédiments. C'est une matière qui est super intéressante. On peut la mouler, on peut la façonner, on peut la sécher, on peut la compacter. Moi, je suis issue du monde des médicaments. J'apprenais à formuler des poudres très délicates. Là, c'est moins délicat. Et en fait, avec les sédiments de dragage, on peut faire plein de choses. Alors ici, on a donc les sédiments du bassin d'Arcachon. C'est de la boue vraiment, c'est de la vase. C'est un mélange en réalité principalement d'argile, de limon. On a un petit peu de sable, mais c'est très très léger dedans.
Et à côté de ça, donc, les argiles, puisque c'est ce qui apporte la cohésion à la matière. C'est ce qui fait que ça fait notre colle et que le matériau est résistant à la fin. Et en plus de tout ça, on rajoute un petit peu de chanvre qui nous sert à, on va dire, armer de l'intérieur la matière, qui permet à la matière de se tenir et de bien sécher et d'avoir une forte cohésion aussi à la fin. On a fait des expérimentations avec la matière, les sédiments du coup du bassin d'Arcachon en premier lieu. C'est plein d'essais de formulation, d'abord à l'école d'architecture où je teste empiriquement, d'abord j'analyse la matière, que ce soit sur le terrain, en laboratoire, et ensuite je fais plein de petits échantillons avec différentes formulations, donc avec ces ingrédients-ci, et au fur et à mesure on avance, je vois comment sèche le matériau, si ça fissure ou pas, et on optimise les recettes au fur et à mesure. Après, c'est la version la plus archaïque, on va dire, mais c'est la plus sûre pour faire des mélanges, des essais. Hein. Mais c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'est un pétrin de boulanger. Là, c'est pas mal, hein. Encore un peu, que ça soit bien, parce que bien lié là. Ouais. C'est ce qu'on appelle une extrudeuse, qui elle va venir pousser cette matière, ce mélange. On va pousser à 50 tonnes à peu près. Et on va tirer au vide, c'est-à-dire qu'on va enlever l'air de la matière et on va venir compresser et créer une bande. Et on va venir après couper à dimension. Et après on a des modèles et après on définit la taille. Et on essaie d'avoir un modèle qui soit autant bien pour les cloisons que pour la périphérie des constructions. Elle a séché depuis quand celle-là? Ça fait 2 jours qu'elle sèche là, voilà. Parce qu'on monte tout doucement en température. Toute production passe par les étuves. Lors de la fabrication, on enlève l'eau pour qu'après ils puissent rebâtir et avoir un produit qui est sec. Et c'est-à-dire que si on avait la matière humide dans le logement, avant que l'eau sorte naturellement du logement, on mettrait beaucoup de temps. La matière, vous l'avez vu, quand elle est préparée, ça s'assimile à de la terre. Et là, on le voit et on se dit, ah mince, c'est une brique, c'est fait avec des sédiments, on n'aurait jamais cru. Donc ça va être super intéressant de pouvoir le montrer et pouvoir démontrer un potentiel sur cette matière. On parle d'un petit marché parce que là, sur ce projet-là, c'est pour construire une cabane, montrer qu'on peut faire des briques avec des sédiments. Donc c'est une petite cabane, on a 60 mètres carrés à peine de surface maçonnée. Ça représente un camion de sédiments, donc c'est vraiment rien. Mais c'est une filière, c'est la seule filière où on voit le sédiment. Nous sommes de retour à l'unité de gestion des sédiments, l'UGS Césarée. Et maintenant que vous avez bien compris comment on fabriquait les briques, nous allons retrouver Amélie. Elle est artisan, maçonne, et c'est elle qui encadre ses travaux de façon traditionnelle. La terre qui va bien ici et ici. Ah oui, donc il faut qu'on ait les deux là. Eh bien oui. C'est ça que je demandais. C'est joli avec la la découpe. Ouais. Je serais curieuse de même limite la poser. Ouais. Oui, de la poncer un peu. Ouais. Même si on est sur des matériaux qu'on a oubliés, on met en œuvre des principes de maçonnerie qui sont les mêmes. Des bonnes accroches, au niveau du rattachement avec les poteaux bois, des bonnes bottes avec les briques de terre cuite, un bon chapeau pour des débords de toit, donc oui. Bon, ici, quand même, à Arès, on retrouve à peu près les mêmes éléments que sur le site de Césarée, finalement. Sauf que là, ça fonctionne déjà. Voilà, exactement. C'est le même principe. On a des bassins où on a les sédiments de dragage. Et donc là, la différence, c'est comme le site il est plus ancien, on a déjà des matériaux qui sont en stock à l'abri. Alors ça, par exemple, c'est des matériaux qui sont appelés à être utilisés. Exactement. Alors dans différentes filières de valorisation. Et là, pour l'instant, ils sont mis en stock en attente d'un futur chantier. Et en prévision, donc on fait toujours des études pour toutes les filières de valorisation. On a fait un essai de criblage du matériau. Donc pour le rendre plus fin. Pour éliminer les mottes et avoir un matériau d'un calibre qui est plus intéressant. Donc c'est ce qu'on a ici.
Et ça nous a permis de faire un test avec une machine pour faire un traitement pour la technique routière. C'est un matériau qui est très intéressant pour tout ce qui est sous-couche routière, couche de forme, couche d'assises, qui vont être en fait sous la partie enrobée. Parce que du coup c'est un matériau de remblai. Mais le côté sédiment fait qu'il a une sensibilité à l'eau et donc on doit le traiter pour la technique routière. Pour qu'il ait des performances mécaniques et qu'il ait sa stabilité dans le temps. On a déjà plusieurs chantiers de valorisation sur des pistes cyclables qui ont été menés à Gujan, à Audange, à Lanton. Là, il y en a une qui va relier Biganos à Marcheprime qui fait 6 km de long. À chaque fois, du coup, l'idée c'est de dire aux maîtres d'ouvrage, aux donneurs d'ordre que ce matériau, il est issu du territoire, il est disponible pour être réemployé sur le territoire. Alors ici, donc, on n'est pas loin déjà du... Unité de gestion de sédiments. Ouais, tout à qui est fait. juste à côté. Ouais. Et donc ces sédiments qui sont à côté, on en a pris un petit peu pour expérimenter quelque chose. Exactement. Là, l'idée, c'est de tester la capacité des sédiments à restructurer un sol. Ici, on est sur un sol très sableux. Et en fait, ce sol sableux, il draine tout. Donc dès qu'il y a de l'eau, elle passe à travers et elle ne reste pas. Et l'idée d'utiliser du sédiment, c'est de pouvoir restructurer le sol, de lui donner de la cohésion et de lui permettre d'avoir une réserve hydrique pour que les éléments nutritifs et l'eau qui tombent sur le sol profitent à la plante dans ses premières années de croissance. Et pour tester donc ces effets, vous avez replanté certaines plantes? On a ces plants de jeunes pins qui ont été plantés en janvier 2025. On en a toutes les bandes, tous les 4 mètres à peu près. Parce qu'en fait, l'étude visée est construite de sorte à étudier l'impact de cet apport de sédiments sur le pin, sa croissance, sa vivacité, sur le sol, sa structure et sur l'eau de la nappe. Et puis les communes sont forcément intéressées parce qu'elles ont besoin qu'on drague leur port. Pour draguer leur port, il faut qu'on valorise les sédiments et donc elles sont vraiment partie prenante avec nous dans l'élaboration des études de valorisation. Alors les premières observations, ça donne quoi finalement? Sur la zone où on a des sédiments, donc c'est une zone qui est à peu près carrée, vue du ciel, on a la végétation qui a poussé très vite par rapport aux zones où il n'y a pas de sédiments. Mais ça ne veut pas dire que le pin va mieux pousser, ça veut dire que toute la végétation se développe plus vite, ça peut rentrer en concurrence avec le pin. Pour l'instant, c'est les premières observations qu'on peut faire. On aura plus d'éléments pour faire des conclusions à la fin de l'année déjà. C'est quand même une filière qui est intéressante parce que sur une zone d'étude, on a valorisé l'équivalent de la quantité de sédiments d'un port dragué. Comme vous l'avez vu, la palette d'utilisation de ces sédiments est très large et je ne pense pas qu'un jour on manque de matières premières sur le bassin d'Arcachon qui a tendance à s'envaser. Alors, j'ai quand même l'impression qu'ici c'est ton terrain de jeu préféré. Ouais, là c'est le terrain de jeu préféré avec derrière le banc, ça fait des conditions incroyables. L'eau super plate près des bancs, de l'autre côté il y a des vagues, alors vraiment c'est top. Bon, tu sais, c'est pas à toi que je vais l'apprendre qu'ici il y a quand même un paquet de blockhouse qui s'enfoncent dans le sable. Et puis il y en a d'autres qui sont sous l'eau, tu savais ça? Alors ça je savais absolument pas. Et ces blockhouse là, ouais, je les évitais quand j'étais ado, on faisait les 400 coups là-dedans. Mais alors ceux sous l'eau là, c'est vraiment une découverte. Et oui, et si ces fameux blockhouse n'ont pas sombré dans l'anonymat, c'est bien grâce à l'œuvre d'un homme, Marc Mantel, et d'un groupe de passionnés de plongée sous-marine réunis au sein du GRAMASA, le groupe de recherche archéologique sur le mur de l'Atlantique, secteur Arcachon. Il faut savoir qu'une vingtaine de ces blockhaus maillent le paysage du bassin d'Arcachon. Érigés par l'armée allemande pour repousser un débarquement allié, les plus visibles demeurent sur les plages, tandis que les autres ont été recouverts par les flots. Marc, enseignant et plongeur, explore le site du Galouneil depuis 40 ans, un site qu'il a cartographié. Et c'est là où nous sommes. Et justement, c'est Marc qui arrive. Salut Marc. Salut Laurent. Philippe, viens que je te présente Marc Mantel, dont je t'ai parlé. Tu sais, la plongée, les blockhaus, etc.
Marc, c'est son jardin ici, c'est pas vrai? Un petit peu, oui. Ça fait quelques années que je pratique ce terrain de jeu. Ouais, combien de temps? Je commençais à plonger les années 84, on va dire. D'accord. Années 84, c'est la première fois que je découvre les blocos engloutis du bassin. Alors tu sais que Philippe, lui, quand il était gamin, il a peut-être connu, en fait, mais il s'en souvient pas, plus de blocos Sur la plage. sur la plage. Sûrement, ouais. T'as joué, toi? Ah ouais, j'ai joué, ouais. Maintenant que je sais qu'il y a des blocos dessous, je vais lever mon foil un peu quand je passe au-dessus. Ça dépend des hauteurs, mais c'est progressif. Ils sont à combien? Ça va, t'en vois déjà sur la plage, donc ça veut dire effectivement il y en a à faible profondeur, mais ça va jusqu'à 20 mètres de profondeur, 150 mètres du bord. Là tu as 6 hectares de blocos et tu as même un autre site. En tout sur le sud-bassin, là, dans cette passe, tu as 10 hectares de blocos immergés. Alors, question stupide, un jeu, à ton avis, ils ont glissé de la plage et de la dune ou pas? On sait, fiche trop rien. Éclaire-nous. En fait, au départ, ils sont bien sûr sur la dune, hein, on est d'accord. Après, c'est la dune qui naturellement recule, on est d'accord. Donc, on les retrouve sur la plage, comme dans d'autres endroits le long du littoral. Mais là, on est vraiment sur une zone un peu particulière. Comme tu vois derrière toi, tu as la passe sud du bassin. Et ce flux de marée, en fait, gomme la plage et crée ce site sous-marin. C'est quelque chose vraiment d'endémique au bassin. Tu auras du mal à trouver un site équivalent, même en Europe. Hein. Marc, oui. On en parle tout de suite. Oui, il y a bien une sûr. cartographie. Voilà, donc ça c'est vraiment un outil qu'on a créé après les cartes sous-marines. On a créé ces plaquettes immergeables, c'est un jeu de 10 plaquettes. Là tu vois, Mais c'est pour les plongeurs. Ça. Ah oui, vraiment, c'est un outil vraiment créé pour les plongeurs. Tu mets ça dans ton gilet de stabilisation et là s'offre à toi une multitude de balades sous-marines entre les blocs. Et dans ces blocs, autour de ces blocs, tu as des araignées, des tourteaux, du homard, des conques, du poisson, du maigre. Enfin, c'est une concentration extraordinaire. On est dans un parc naturel marin, donc quand tu vois ces structures qui sont des fois cassées, qui sont parfois traversantes, c'est des centaines de mètres carrés d'anémone corinactis qui recouvrent les ouvrages. Donc si tu amènes de la lumière, c'est un patchwork de couleurs. Derrière chaque infractuosité, tu as de la vie. Tu regardes bien, tu amènes ta lampe, tu verras des torpilles, tu verras des tacos, tu verras plein de choses extraordinaires. Là, dit comme ça, il y en a 5. Un plus un sixième et qui a été totalement détruit, ça fait un immense champ de blocs et là aussi c'est à visiter quoi. Enfin, chaque morceau de béton finalement maintenant c'est un refuge quoi. Okay. Et ça fixe une biodiversité vraiment remarquable. Et Marc, il en reste combien à peu près des comme ça visibles sur le bassin? Alors sur le bassin, autour du bassin, il y en a à peu près 160 standardisés, c'est-à-dire tirés de plans, de catalogues de plans allemands spécifiques pour construire le mur de l'Atlantique, voire même leur ligne de défense avant le mur de l'Atlantique pour protéger leurs frontières. Il faut savoir que ça, c'est 2 mètres d'épaisseur de béton armé. Hein. C'est-à-dire que là, c'est le toit, mais en réalité, tout ce que tu vois, c'est encore le toit, ça. Hein. Donc il faut encore descendre jusqu'à 2 mètres. 3 mètres ah oui, là déjà, tu as 2 mètres de toit, béton armé. Après, tu vas avoir facilement encore 2-3 mètres pour les ouvertures. Là, tu as 2 grandes entrées. Et en fait, tu as une immense salle à l'intérieur qui servait vraiment de logement. Une toute dernière question, Marc. En fait, c'est la mer, c'est le climat, c'est tout ça qui a eu raison, j'allais dire, presque de ces blocos, le temps. Mais jamais, en fait, ils n'ont été bombardés, sabotés. Non, c'est pas de débarquement sur le bassin d'Arcachon, pas de bombardement dans cette zone-là, par exemple. Mais par contre, on peut imaginer que quand tu vois l'importance de ces fortifications, notamment, alors je ne parle pas forcément du bassin, mais si tu prends le Pas-de-Calais, ça a eu une influence sur le choix du lieu de débarquement, parce qu'ils sont quand même présents. Donc en termes de dissuasion, le fait de retarder peut-être la date du débarquement, effectivement, ils ont eu un impact évident sur la Seconde Guerre. Et sûrement que l'effort que ça a nécessité pour l'armée allemande de faire ça, ils l'ont pas consacré à autre chose. Et d'ailleurs, certains historiens commencent à se dire, est-ce que c'était pas finalement une erreur d'avoir voulu absolument créer ce mur de l'Atlantique? Est-ce que ça n'a pas finalement précipité leur fin? Voilà, c'est fini, comme dit la chanson, et c'est bien sûr sur de magnifiques images, comme d'habitude, que nous allons nous quitter, mais cette fois-ci des images sous-marines. À bientôt pour un prochain rendez-vous avec votre Terre de Mer.